est sur Radio J pour cette journée très éprouvante pour l'État d'Israël. On parle évidemment de ses funérailles, de Shiri Bibas et de ses deux enfants, Ariel et Kfir Bibas. Ce matin, des obsèques qui auront lieu dans le sud d'Israël au cimetière de Tsoar. Et ce sont des milliers d'Israéliens qui se sont déjà rassemblés pour le cortège funèbre depuis très tôt ce matin. Pour en parler, nous sommes avec Emmanuel Narshon, ancien directeur adjoint du ministère israélien des Affaires étrangères. Bonjour. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, Emmanuel. Alors, on a entendu cette déclaration de Ofri Bibas, la sœur de l'otage libéré Yarden Bibas. On a lu plutôt ce qu'elle a publié sur Facebook ce matin. À travers la fenêtre, je vois aujourd'hui une nation brisée. C'est aussi ce que vous voyez aujourd'hui, Emmanuel ? Oui, tout à fait. Je crois que c'est le sentiment que partagent aujourd'hui tous les Israéliens. C'est un jour de deuil et le sort terrible de ces deux enfants et de leur mère, eh bien, c'est notre sort à nous tous. C'est la tragédie que nous vivons tous depuis le 7 octobre et nous nous identifions pleinement avec ce drame, avec cette famille brisée, meurtrie. Et voici le sentiment, je dirais, de tous les Israéliens, certainement. Et on a entendu d'ailleurs certains membres de la famille Bibas ces derniers jours dire qu'ils avaient été abandonnés finalement par le gouvernement israélien. Est-ce que c'est aussi votre sentiment ? Est-ce que vous comprenez que les familles puissent dire ça ? Oui, je le comprends parfaitement, d'autant plus que la famille a demandé expressément qu'il n'y ait pas de représentant du gouvernement dans ce cortège funéraire, mais les membres du gouvernement ne se donnent même pas la peine de s'exprimer ou de dire quelque chose à ce sujet. Et ça, je crois que c'est grave, c'est dramatique. Alors qu'ils se montrent, qu'ils soient présents. Vous savez que le Premier ministre n'a toujours pas visité les kibboutz des environs de la bande de Gaza depuis le 7 octobre. Ça fait 1 an et demi qu'il ne se montre pas sur les lieux de la tragédie la plus grande que nous avons vécue depuis la Shoah. Comment vous l'expliquez, ça, justement, le fait que Netanyahou n'ait pas rendu visite aux familles, alors que dans le même temps, sur les scènes internationales, sur les scènes politiques, il brandit la photo des Bibas, notamment? Oui, mais je crois que c'est de la peur pure et simple. Je crois que c'est de la peur, c'est la crainte d'être confronté à ce qui est véritablement son échec fondamental. Parce que la personne qui a donné de l'argent au Hamas, la personne qui a permis au Hamas de se développer, et tout cela pour servir de contrepoids à l'autorité palestinienne, eh bien c'est le même Benyamin Netanyahou, c'est lui qui a créé ce monstre et qui l'a nourri. Et donc maintenant il a peur de voir les conséquences de ce qu'il a fait. Alors par ailleurs, on voit les négociations ont repris entre Israël et le Hamas. Apparemment, la crise autour de la libération des corps d'otages a été résolue. Le Hamas qui devrait peut-être mettre fin à ces cérémonies humiliantes. Vers quoi on se dirige aujourd'hui selon vous, Emmanuel Narshon? Est-ce que ça va bien se passer selon vous, ces négociations dans les prochaines semaines? Alors ça, c'est une bonne question et je dirais que ça dépend ni des Israéliens et ni même du Hamas, ça dépend surtout des Américains et de la pression qui sera exercée par Donald Trump et son envoyé Steve Witkoff. Ça, on le saura dans les jours à venir parce que du côté israélien, quand vous entendez le gouvernement, les messages ne sont pas très très clairs parce que d'un côté, effectivement, il y a une volonté évidemment de ramener les otages, alors qu'ils soient vivants ou qu'ils soient malheureusement morts. D'un autre côté, vous avez toute une partie du gouvernement israélien, surtout les partis d'extrême droite, qui eux souhaitent le retour à la guerre et l'extermination du Hamas, même au prix de la vie des otages. Et donc, il y a une tension interne très très grande du côté israélien et ça sera les Américains qui prendront la décision, il faut le dire honnêtement, il faut se le dire à nous-mêmes de la manière la plus claire possible. Le président de l'État d'Israël, il s'appelle Donald Trump et c'est lui qui prend les décisions fondamentales sur je dirais, la stratégie à suivre par Israël, certainement dans ce contexte. Le président de l'État d'Israël s'appelle Donald Trump, c'est ce que vous dites, effectivement, Emmanuel Narshon. Vous avez peut-être vu ce matin, par ailleurs, le président américain qui a publié sur son réseau social Truth Social une vidéo qui présente sa vision de l'avenir de Gaza, une vidéo générée par l'intelligence artificielle où on voit un futur Gaza rempli de tours à la Dubaï. Qu'est-ce que ça vous inspire, sachant qu'il y a toujours des otages qui sont emprisonnés dans des tunnels dans la bande de Gaza?
Oui, mais je dirais que bon, vous savez, le président des États-Unis, lui, il a une certaine vision des choses, vu que c'est quelqu'un qui s'occupe, qui fait dans l'immobilier. Alors, je suppose qu'effectivement, l'idée de gratte-ciel et de plage lui fait plaisir. Maintenant, la réalité ici, elle est beaucoup plus complexe que cela. Elle implique aussi effectivement une population israélienne qui ne veut pas entendre parler de la moindre concession sécuritaire aux Palestiniens, et à juste titre. Il implique aussi une population palestinienne qui elle aussi a le droit de vivre décemment. Il y a des très très grands problèmes à régler, et c'est pas un petit film, un petit vidéo sympathique qui fera l'affaire et qui remplacera en fait ce qui se promet être des négociations très très complexes et très dures dans les années à venir. Eva pour Emmanuel. Bonjour Emmanuel Narchon. Bonjour. Tout à l'heure, vous avez dit c'est Donald Trump, le président d'Israël. C'est une formule très forte. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Ce qui me fait dire ça, c'est que c'est la constatation qu'en fait, depuis que Donald Trump est revenu au pouvoir, ou depuis qu'il s'est, même à partir du mois de décembre et de janvier, donc avant qu'il ne devienne formellement le président des États-Unis, eh bien, c'est lui qui dicte la stratégie. C'est sa décision à lui d'engager des négociations et d'y mettre tout son poids qui a permis la libération des otages. Il ne faut pas se dire, les otages ont été libérés non pas parce que le gouvernement israélien l'a voulu, mais parce que le président américain l'a voulu. L'envoyé spécial Steve Witkoff passe d'un côté à l'autre. Il passe beaucoup de temps en Arabie Saoudite d'ailleurs, parce qu'en fin de compte, l'aspect israélo-palestinien n'est qu'un aspect limité ou restreint de ce qui promet être un deal gigantesque entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite. Soyons pragmatiques, Emmanuel Narchon. Puisque c'est Donald Trump, d'après vous, le président de l'État d'Israël aujourd'hui, est-ce que vous faites confiance à Donald Trump ? Alors ça, c'est une bonne question. Vous savez, les considérations de Donald Trump, elles sont différentes. Elles ne sont pas nécessairement les nôtres. On voit ça maintenant dans le contexte de l'Ukraine et de la Russie. Alors on est en droit de se poser des questions. Est-ce que effectivement, disons, sa vision et sa stratégie est conforme aux intérêts de l'État d'Israël? Pour l'instant, il semblerait que oui, et j'espère que ça continuera ainsi, mais nul ne peut le savoir. Alors Emmanuel, on voulait aussi vous faire réagir à ces déclarations de Gideon Sa'ar. Vous êtes l'ancien directeur adjoint du ministère israélien des Affaires étrangères, je le rappelle. Gideon Sa'ar qui a déclaré avoir donné instruction à son ministère d'établir des relations avec le Rassemblement national en France, les démocrates de Suède et le parti Vox également. Alors qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que ça marque une rupture entre Israël, plutôt un retour des relations, un renouveau des relations entre Israël et l'extrême droite européenne? Oui, alors c'est pas vraiment un renouveau dans la mesure où il n'y a jamais eu de relation pareille. C'est un nouveau. Précédemment. Je dirais que ça reflète surtout l'état d'esprit du gouvernement israélien. C'est un gouvernement d'extrême droite qui naturellement cherche des alliés et des connivences du côté de l'extrême droite européenne. Maintenant, et évidemment, il y a un calcul, je dirais un calcul électoral et un calcul stratégique, parce que effectivement, les partis d'extrême droite vivent ces dernières années une montée en puissance en Europe, et ce sont des acteurs qu'on ne peut pas ignorer. D'un autre côté, on ne peut pas ignorer non plus leurs racines, alors que ce soit dans le nazisme ou dans le fascisme, et dans l'antisémitisme certainement. Et moi, je dirais qu'avant de s'empresser de courir après ces gens, ça serait plus intéressant et plus utile de dresser une espèce de carte de route, un roadmap, donc avec des étapes et des jalons très très clairs pour que ces partis se séparent définitivement de leur passé funeste, de leur passé antisémite ou fasciste. Parce que sinon, nous allons nous retrouver avec des gens, disons, avec lesquels nous partageons éventuellement des intérêts au niveau tactique, des intérêts du... Mais de l'autre côté, idéologiquement, ce sont des ennemis. Oui. Il ne faut pas oublier que les pires ennemis du peuple juif n'ont pas été musulmans, ils ont été chrétiens, et c'était en terre d'Europe. La Shoah a été faite par les Allemands et leurs collaborateurs.
Alors on ne peut pas maintenant serrer la main à des gens qui refusent de se séparer de cette période de 39-45 ou de 33-45 et qui se proclament avec des racines idéologiques dans le nazisme ou dans le fascisme. Emmanuel Narchon, vous dites dans le nazisme ou dans le fascisme parce que d'après vous, reprendre des relations avec ces partis d'extrême droite, ça devrait inclure que les problèmes d'antisémitisme ou ça devrait être plus large et pourquoi ? Oui, alors, parce que ça marche dans les deux sens. Je dirais que pour les partis d'extrême droite européens, de bonnes relations avec Israël sont importantes. Parce que tout d'abord, parce que ça les dédouane, ça leur donne, si vous voulez, un blanc-seing, ça leur donne quand même une autorisation de la part du pays qui représente le peuple juif. Et d'autre part, la logique sous-jacente d'un côté comme de l'autre, elle est l'ennemi de mon ennemi et mon ami. Puisque vu que les partis d'extrême droite maintenant sont anti-musulmans, ils ne sont pas antisémites ou moins antisémites et certainement anti-musulmans, donc une alliance avec Israël qui, elle, a de gros problèmes avec certains musulmans, paraît raisonnable et paraît logique. Mais encore une fois, le problème, il est lié au passé. Il faut que ces gens disent de la manière la plus claire possible qu'ils désavouent entièrement leur passé idéologique. Or, ils ne l'ont jamais fait jusqu'à maintenant. Eh bien, merci beaucoup Emmanuel Narchon pour ce point complet de l'actualité en Israël, ancien directeur adjoint du ministère israélien des Affaires étrangères. Merci et je vous dis à très bientôt sur Radio J.